Bonjour à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour refaire l'actu politique et parlementaire de la semaine avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël, et c'était une semaine sous haute tension marquée par la polémique sur le drame de Sivens. Les réactions politiques se sont enchaînées après la mort d'un jeune manifestant sur le lieu du barrage contesté, attaqué notamment par les Verts. L'exécutif a appelé au calme. Le Conseil général du Tarn a suspendu la construction du barrage. Une enquête est en cours. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat passé avec Ecomou. Vous connaissez cette société chargée de la mise en place de la collecte de l'écotaxe. Combien cela va coûter? Qui va payer? Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Et puis c'est voté. Les sénateurs ont adopté une carte de France à 15 régions, une Alsace indépendante et pas de fusion entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, contre l'avis du gouvernement qui défend une carte à 13 régions. Notre invité cette semaine, Emmanuel Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Alors c'est une tradition dans cette émission. Le portrait est dressé par deux parlementaires. Je vous propose de l'écouter, on réagit bien sûr juste après. Je crois qu'elle a une parole qui est une parole courageuse. Elle est réactive par rapport aux problèmes d'actualité. Et je sais qu'elle a le souci de développer un dialogue avec les autres forces de gauche. Je la vois un peu comme une ayatollah verte. Elle est quand même, pour beaucoup de ses positions, très tranchée et parfois excessive. Alors Emmanuel Cos, moi je dirais que c'est une femme qui marie parfaitement l'engagement militant, ancien pour elle, bien avant d'ailleurs d'être engagée dans un parti politique, et l'exercice des responsabilités. Elle me donne le sentiment, et ce n'est pas forcément une critique de ma part, plus comme une militante qu'une responsable politique. On réagit peut-être sur le dernier élément sonore qu'on vient d'entendre. Militante plus que chef de parti. Vous avez du mal encore à trouver le costume de chef de parti? Non, mais moi je ne cache pas que je suis très engagée depuis l'âge de 18 ans. Et essentiellement, j'étais très engagée dans la lutte contre le sida. J'étais présidente d'une grande association qui s'appelle ACT UP. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de précarité, de défense des sans-papiers. Donc ça, c'est ma vie. Et j'ai aussi voulu la poursuivre à un moment dans un parti. Et pour moi, c'est une continuité. Ça va de pair finalement. Ça va de pair. En tout cas, pour moi, c'est pas incompatible. Et en tout cas, à un moment, j'avais aussi je voulais faire évoluer aussi mon engagement. Ayatollah verte, selon Daniel Fasquelle, c'est vous ça? Oui, non, déjà, c'est pas moi, c'est pas vraiment ma... Mais en plus, si vous voulez, la caricature, quand on parle des écolos, d'utiliser des mots comme Ayatollah ou Khmer, déjà, par rapport à l'histoire mondiale et notamment à ce qu'a été... C'est déplacé. Je pense que c'est très déplacé. Ça revient très souvent. Mais vous oui, entendez, mais parce que... djihadiste vert, on l'a entendu cette semaine aussi sur les polémiques, on va y venir. Mais ce sont des mots très forts qui sont employés contre les Verts aujourd'hui. Ce sont des mots complètement stupides. Stupides, outranciers. Et moi, je pense que les gens qui ont une telle outrance, quand ils parlent d'autres gens dans la société, ont une vision aussi très binaire de la société. Et je crois que voilà, il faut cette violence qui s'exprime à notre égard. Que des gens ne soient pas d'accord avec nous, c'est une chose. C'est spécifique pour vous, pour votre parti. Oui, mais parce que je pense que ce que nous disons dérange. Dérange, et ça va au-delà du clivage gauche-droite. C'est que quand on remet en cause une vision très productiviste, par exemple, de projet, nous dérangeons aussi quelque chose qu'installe dans notre société depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, la semaine commence avec le drame de Sivens qui a déclenché beaucoup de violentes réactions politiques. Sivens dans le Tarn, 26 octobre, un jeune homme de 21 ans, Rémi Fraisse, est tué lors de violents affrontements avec les forces de l'ordre sur le site du barrage contesté à Paris. L'exécutif attend 48 heures avant d'exprimer sa compassion, déclenchant une violente polémique. Caroline Motte. L'exécutif est sorti de son silence. 3 jours après la mort de Rémi Fraisse lors d'une violente manifestation contre le projet de barrage Sivens, François Hollande s'est exprimé. Mes mots sont ceux d'abord adressés à la famille. La compassion, la solidarité. Mais qu'est-ce qui s'est produit? La vérité doit être connue. Et enfin, il y a une responsabilité que chacun doit avoir dans son expression. Dans l'hémicycle, Manuel Valls a réagi aux propos de Cécile Duflot. Un peu plus tôt, la députée très en colère dénonçait une tâche indélébile sur l'action du gouvernement. Face à un tel drame, chacun doit faire preuve de responsabilité, mais aussi de dignité. C'est la seule attitude possible. Quand on est un responsable politique, quand on est un élu, on ne peut pas faire de déclaration à l'emporte-pièce. On ne peut pas désigner des responsables alors même que la justice
n'a pas terminé son travail. Il faut que justice soit faite, que la vérité soit donnée non seulement à ses proches, à sa famille, mais aux Français. Certains écologistes se veulent plus offensifs et mettent en cause la responsabilité du gouvernement. Moi, j'appelle à la responsabilité de M. Hollande et de M. Valls. Et la seule responsabilité qui doit être la leur aujourd'hui, c'est d'annuler la déclaration d'utilité publique. On ne construit pas un barrage sur un cadavre. Lors d'une conférence de presse, le procureur d'Albi s'est exprimé. La thèse d'une grenade offensive lancée par les gendarmes est privilégiée. Alors voilà, le Conseil général du Tarn a suspendu la poursuite de la construction de ce barrage. Vous dites aux manifestants de quitter les lieux du barrage? Vous leur dites... Déjà, ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter ce barrage et pas le suspendre. Et je pense que ce matin, le Conseil général, en décidant de suspendre, ne veut pas en fait regarder le dossier dans son entièreté, y compris, et on le voit, puisque enfin tout le monde s'intéresse à ce barrage. Donc on peut redire des arguments que nous développons depuis plusieurs mois. C'est que les études d'impact qui ont amené le vote des élus du Conseil général du Tarn pour soutenir le projet, en fait, ont été faites il y a fort longtemps sur des données qui ne sont pas bonnes. Et les experts ont bien dit qu'en fait, ce barrage ne se justifiait pas. Vous allez me dire... Donc, ce barrage, aujourd'hui, la construction, elle est suspendue. Ça ne va pas assez loin. Vous demandez l'arrêt définitif. Je pense qu'il doit s'arrêter. Et pourquoi ? Parce que dans le rapport d'expertise indépendant, qui a été donc rendu après que nous l'ayons demandé, parce que c'était quand même fou que sur un dossier où il y a une confrontation depuis des mois, il soit impossible d'avoir une expertise indépendante, parce que les DUP a été faite sur des rapports de 2001. Il faut quand même un peu regarder le dossier dans sa globalité. Ce que dit ce rapport aussi, c'est qu'on peut faire autrement. Il y a un problème d'eau dans le Tarn, c'est une évidence. Il y a un problème d'eau pour les agriculteurs. Enfin, il y avait un accord aussi entre tout le monde. Il y avait un accord entre... Je vais vous dire comment ça se passe dans ce cas-là. Il y avait un accord entre un président du CG qui dit « c'est ma solution, ça coûte 8 millions d'euros et c'est comme ça et vous allez être d'accord selon mes arguments ». Et justement, ce que font les écologistes dans beaucoup de ces projets, c'est qu'ils discutent de tout. Est-ce que vraiment on doit supprimer une zone humide qui a un effet sur la qualité de l'environnement dans cette zone? Est-ce qu'on doit la supprimer pour 8 millions d'euros? Est-ce qu'on peut faire autrement? Il n'y a pas eu de discussion pour vous. En tout cas, au moment où la contestation a commencé à monter très fortement, et pas qu'avec des jeunes qui s'importent dans le Tarn, il y a aussi localement des gens, et y compris des agriculteurs qui sont opposés à ce barrage depuis un moment. Nous avions dit à M. Karsnak, rencontrez-les, faites une discussion, travaillez au consensus. Est-ce que c'est ce barrage qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire des retenues d'eau plus petites? Il a mal été fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une telle confrontation, qu'elle a autant monté. Mais elle monte aussi, pas seulement dans le Tarn. À Rennes, il y a eu de violentes échauffourées. Mais moi, je pense que on ne peut pas mélanger deux choses. Est-ce que vous appelez au calme sur ce front-là? Très clairement, et d'autant plus, je ne fais que ça depuis une semaine. D'une part, la famille de Rémi Fraisse, et je pense ce qu'était Rémi Fraisse, de ce qu'on nous dit, c'est vraiment très éloigné de ces manifestations de violence. La famille de Rémi Fraisse ne veut pas du tout ces manifestations-là. Donc vous leur dites de rentrer chez eux. Mais surtout de ne pas manifester. S'ils ont des choses... Moi aussi, je suis très en colère de la mort de ce jeune homme. Mais moi, je vais vous dire, je ne vais pas manifester en allant casser quoi que ce soit. Je vais m'exprimer simplement sur cette colère-là. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui utilisent la violence pour manifester là-dessus font des erreurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que... C'est la violence qui a gagné. La suspension aujourd'hui de ce projet, elle a lieu parce qu'il y a eu des violences. Alors écoutez-moi, samedi, avant qu'il y ait la mort de Rémi Fraisse, il se trouve que partout, notamment parce que l'AFP le reçoit, le rapport d'expertise arrive dans les rédactions. Et d'un seul coup, alors depuis 8 mois, y compris Manuel Valls dit on va tenir bon ce barrage, il est formidable, etc. Vous avez d'un seul coup un regard critique sur ce barrage et déjà le projet vacillait fortement. Et moi je vais vous le dire, c'est pas à cause de la violence qu'il faut arrêter ce barrage, c'est parce qu'il est inutile. Il faut répondre autrement aux besoins des agriculteurs dans le coin. On peut faire des retenues d'eau, on n'est pas obligé de dépenser 8 millions d'euros. Et en plus, et ça c'est un autre problème pour M. Karsnak, c'est qu'il n'a pas le financement de ce barrage. Moi j'aimerais savoir comment il paye. Comment il paye, y compris ce qu'il a déjà entrepris, parce que ce n'est pas financé. Qu'est-ce que vous leur dites aux manifestants aujourd'hui qui sont sur le barrage? Ils s'arrêtent? Ils arrêtent tout? Ils partent? Non, moi je pense que j'ai pas à leur dire des choses. Mais ce sont des militants écologistes, il faut vous être la Il y a des militants écologistes et il y en a d'autres, et il y a plein d'organisations qui sont investies localement. Moi je pense qu'aujourd'hui, la nécessité c'est qu'on recrée la zone humide au plus vite. Je vais vous dire les choses très simplement. Donc il faut qu'ils rentrent chez eux en attendant de discuter. Mais c'est pas qu'ils rentrent chez eux, ils font ce qu'ils veulent de leur vie et j'ai pas à leur donner des consignes. Il faut continuer le combat. Moi je pense en tout cas que tant que ce barrage n'est pas arrêté, il faut continuer la mobilisation. Et la mobilisation, elle a lieu sur un plan juridique, sur un plan médiatique. Mais aussi sur place, et elle peut avoir lieu localement, sur place, dans des formes pacifiques. Il faut être très clair. Mais d'ailleurs, vous regardez les manifestants, moi-même je n'en ai pas rencontré, mais j'ai beaucoup discuté avec les élus locaux écologistes qui ont beaucoup rencontré ces gens depuis des semaines.
Vous avez des gens très violents qui se sont exprimés samedi. Mais la majorité des gens qui sont là sont vraiment dans une autre histoire politique et très éloignés de ces pratiques violentes. C'est plutôt des gens qui sont objectivement amoureux de la nature et qui sont dans une relation à la nature qui est très différente des jeunes hommes qu'on a vus. Est-ce que vous craignez que ce qui s'est passé décrédibilise un peu votre parti? Parce que vous êtes attaché quelque part à l'image de ce qui s'est passé. Non, je ne le crains pas du tout. Objectivement, non, c'est très loin de moi. Je vais vous dire pourquoi. D'une part, pour nous, cette histoire sur le barrage de Sivens, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des mois et même des années pour les élus les plus au fait du sujet qu'on est dessus. Oui, mais ce sont les élus d'Europe Écologie Les Verts et Cécile Duflot, la première, ou Noëlle Mamère qu'on a entendu dans le reportage, qui montent au front de façon plus virulente. La première qui est montée au front, c'est moi-même et José Bové, pour dire un truc. Et je pense que c'est lié aussi à notre histoire politique. Mais vous ne regrettez pas certains mots qui ont été... Mais je ne regrette rien. Vous savez ce que je regrette, je vais vous dire, c'est que je n'ai pas été assez dure avant la manifestation de samedi pour empêcher ça. Je vais vous le dire très franchement. J'en ai parlé avec José Bové. Nous-mêmes, on a fait beaucoup de manifestations dans nos vies. Et ce qui s'est passé samedi est pour nous la chose la plus terrible qui puisse se passer. On a tous fait des alertes au pouvoir public pour leur dire il y a de la violence, il faut réfléchir vraiment à comment ça se passe sur place. Et moi, mon regret, je vais vous le dire, c'est pas ce que j'ai fait après, c'est peut-être de ne pas avoir encore plus alerté les pouvoirs publics pour que justement on n'anticipe pas encore plus ce qui s'est passé. Emmanuel, je vous propose d'écouter peut-être le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a été accusé d'un manque d'empathie. Écoutez sa réponse, c'était dans l'hémicycle au Sénat. On m'a reproché encore ce matin de manquer de cœur et de ne pas avoir de compassion. Je suis devant la représentation nationale et je veux sur ces sujets m'exprimer en sincérité. J'ai, au cours des dernières années, eu à connaître des drames dans ma propre circonscription. Et lorsqu'un événement de ce type se produit et que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous interrogez votre conscience et les choses au plus profond de vous-même. Vous essayez de trouver les mots justes et vous les adressez à ceux auxquels vous devez les adresser avec pudeur. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Voilà comment j'essaie de me comporter face à cette épreuve pour la famille de Rémi Fraisse, qui est aussi, je veux vous le dire, une épreuve pour moi. Et je regrette que certains profitent de cet événement, non pas pour que la vérité l'emporte, mais pour faire de la politique en abaissant tout. Dans votre camp, les mots étaient très durs contre Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que vous lui reprochez au ministre de l'Intérieur ? Moi, j'ai un reproche global qui est que, je regarde la chronologie des faits. Dimanche matin, nous apprenons qu'un corps est retrouvé dans la forêt. Un corps est retrouvé dans la forêt. La réalité, c'est que les forces de police savaient déjà que c'était un jeune qui avait été tué par une grenade, parce qu'ils le voient au niveau du corps, tout simplement. La famille a mis des heures à savoir que c'était leur fils. Nous avons appris, nous, que le soir qu'il était. Et pendant 2 jours, aucune parole publique. Quelles que soient les circonstances de la mort, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, qu'il y a eu un mort dans une manifestation qui a été déclarée, vous devez dire que c'est un drame. C'est une faute politique pour vous? Je ne sais pas. C'est très compliqué parce que... Oui, il y a quelque chose en tout cas qui cloche totalement, il me semble. Parce que je ne veux pas avoir des qualificatifs extrêmement hâtifs. Je pense qu'on a dit très clairement à M. Cazeneuve ce que nous pensions. Oui, très franchement même. Oui, très franchement, mais pourquoi? Parce qu'il y a un moment, quand le lundi, moi j'ai les échos de la famille, on est en train de les aider pour se constituer partie civile, pour essayer d'apaiser les choses, que vous n'entendez sur les chaînes d'infos que le fait que ce manifestant, il est peut-être mort parce qu'il avait des grenades dans son sac à dos et que peut-être il était très violent. Vous comprenez? Il y a une sorte de distance complètement folle. Comment ça se fait que dès le matin, le ministre de l'Intérieur ne dit pas simplement « il s'est passé un drame ». C'est un drame qu'un jeune homme soit mort dans une manifestation. On ne lui demande pas plus. On lui demande, c'est pas très compliqué. C'est quand même le minimum de dire simplement que c'est un drame et de ne pas attendre que, acculé par les écologistes... Hors de question de lui demander sa tête. C'est pas le sujet. Moi, je vais vous dire ce qui m'importe aujourd'hui. Je sais, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Et pour moi, l'essentiel pour la suite, c'est qu'il l'a fait après aussi 2 jours. Il a fallu 2 jours pour qu'il le dise. Que des enquêtes exemplaires soient menées, et nous les attendons. Des enquêtes administratives. Quelle est le chaîne de commandement? Est-ce que lui, ministre de l'Intérieur... des sanctions. 6 sanctions il doit y avoir. 6 sanctions il doit y avoir. Et aussi que la famille ne vive pas le calvaire que vivent tant de familles quand il y a ces histoires-là, c'est-à-dire des enquêtes qui durent des années, des procès qui n'ont pas lieu. Vous savez, la famille, on est vendredi, leur enfant est mort samedi, dans la nuit de dimanche, ils n'ont toujours pas récupéré le corps de leur enfant. Il faut juste que vous compreniez quel est le traumatisme pour ces personnes qui doivent entendre parler de leur fils partout, qui n'ont même pas pu encore voir le corps de leur fils, ne savent pas quand il va être enterré. Et c'est vrai que
attendre 48 heures pour que le gouvernement, le président de la République ait ce mot de compassion envers en plus une famille dont le père est militant politique. Sincèrement, oui, je ne regrette rien de la virulence avec laquelle j'ai appelé à ce qu'ils avancent. Message bien compris, l'enquête est en cours et nous on passe à mardi avec une mesure très contestée adoptée à l'Assemblée. Et la modulation des allocations familiales a donc été votée dans le cadre du budget de la Sécu pour 2015. 34 députés socialistes se sont abstenus, 5 de moins que lors du vote du budget. Les députés verts se sont abstenus une fois de plus. Ils ne votent plus ni le budget ni celui de la Sécu. Vous soutenez toujours la majorité ? Le gouvernement ? Oui, mais on ne soutient pas ces choix budgétaires. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, mais ça commence à devenir un peu étrange. On a du mal à vous retrouver. C'est pas systématique. Depuis mai 2012, il y a eu quelques votes et il y en a eu là 3 enchaînés, qui est la confiance et les votes sur le budget. Mais ils sont importants, ces textes. C'est quand même le budget. budget. Bien sûr qu'ils sont importants, mais c'est aussi pour ça qu'on y travaille beaucoup et qu'on a essayé aussi de dialoguer beaucoup avec le gouvernement, qu'on a aussi noté, y compris dans le PLFSS, des avancées importantes. Il y en a, vous voyez quand même quelques avancées. D'ailleurs, Jean-Louis Romégas, qui faisait l'explication de vote, l'a redit, la suppression des franchises médicales pour les personnes. C'est une avancée. C'est une avancée, surtout que ça faisait partie, y compris des conflits qu'on avait avec Marisol Touraine dès mai 2012, où il y avait une forte demande de soins de malades pour les personnes les plus précaires. Parce que dans la globalité du budget, le compte n'y est pas. Et ce n'est pas les mesures les unes après les autres. C'est qu'il y a une présentation du budget global, le rythme des économies, les choix qui sont faits, le fait qu'on fait tout porter sur les ménages et pas une partie sur les entreprises, nous semble ne pas aller dans le sens où on veut aller. Et en même temps, vous le voyez bien, c'est une abstention. Ce n'est pas des votes contre. Le groupe écologiste ne veut pas rentrer là-dedans. Voter contre, ça voudrait dire que vous ne serez plus du tout dans la majorité. Oui, mais je le dis parce qu'il y a des députés qui avant votaient contre le budget et vous avez remarqué que maintenant ils se sont rangés à l'idée qu'il fallait mieux s'abstenir de manière groupée et avoir un discours plus rassembleur sur y compris une abstention. Après, la réalité, c'est que le gouvernement, il travaille quand même avec les écologistes parce qu'il n'a pas beaucoup d'alliés aujourd'hui. Il faut quand même le dire aussi. On a vu le bras de fer avec le PRG. On voit quand même que sur beaucoup de lois, les écologistes sont là aussi pour amener une certaine identité aux lois. Et je pense notamment au travail qu'on a fait sur la transition énergétique, où on a été des partenaires plus que loyaux et surtout plus que présents pour que cette loi voie le jour et qu'elle arrive au bout. Vous avez encore des discussions avec Manuel Valls ? J'en ai souvent, oui. Ouais. Avec lui, avec son cabinet. L'avantage avec Manuel Valls, c'est que lui et moi pouvons pratiquer une franchise forte, mais y compris avec le président de la République. On se dit les choses. Je crois qu'il n'y a pas de jeu de Dieu. Le lien n'est pas rompu. Non. Y compris là, l'affaire de Stevens ne va pas marquer une rupture dans vos relations avec l'exécutif. Ce qui est certain, et c'est Jean-Vincent Placé qui a utilisé ce terme-là en parlant de distance. C'est sûr qu'il s'est cassé quelque chose. Il s'est quand même cassé quelque chose parce que dans des moments aussi graves, il y a quelque chose de cassé, c'est ça. Dans un moment aussi grave, vous avez un peu l'impression que des partenaires ressentent exactement les mêmes choses. Moi, j'ai eu des échanges avec Jean-Christophe Cambadélis, qui a très bien compris de quoi je parlais et comprenait parfaitement. Et c'est vrai que de la part du gouvernement, les premières attaques qu'on a eues de M. Cazeneuve, y compris Manuel Valls, étaient vraiment malvenues. Et je pense que il faut, à mon avis, que chacun réfléchisse un peu plus, y compris si on en voulait un peu moins aux écologistes, parce qu'à un moment, ils ont eu ce discours de vérité, y compris sur le budget, y compris sur la politique gouvernementale. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu des réactions aussi fermes sur Sivens, et peut-être qu'ils auraient eu plus de compassion plus tôt. Je propose de passer sur un autre sujet, c'est celui de la réforme territoriale qui est passée à l'épreuve du Sénat. Manuel Valls est venu défendre le mardi à la Haute Assemblée son projet de 13 régions qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Le Sénat, lui, en veut 15. On va regarder tout ça, mais Manuel Valls laisse quand même la porte ouverte. Il est venu pour tenter de redonner sens et cohérence à la réforme territoriale. On dit que c'est un grand oral pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Sans doute. L'Élysée avait dit 13, l'Assemblée nationale a répondu 12. Le Sénat, lui, propose une carte de France à 15 régions, de quoi rendre le projet illisible. C'est la confusion la plus totale, personne n'y comprend rien. Alors Manuel Valls s'est expliqué devant le nouveau Sénat de droite. La clarification est l'objectif, Monsieur le Président Retailleau. Clarté, efficacité, baisse de la dépense publique, proximité. Manuel Valls a aussi plaidé pour un renforcement de tous les territoires qui tiennent compte des spécificités locales avant de donner ses préférences en matière de nombre de régions. Nous avons besoin de clarté et, à mon sens, la carte votée à l'Assemblée nationale
à ce mérite. Une intervention de plus de 30 minutes et au final pas grand-chose selon le rapporteur du texte. Mais je n'ai pas vu dans son discours, en tous les cas pas ressenti, une ligne directrice forte avec une organisation claire de nos collectivités territoriales et avec des compétences claires attribuées à chacune des collectivités. Le dernier mot reviendra en décembre aux députés lors du vote définitif de la réforme. Bon, alors si on comprend bien, c'est à chacun sa carte, hein, celle de l'Assemblée, celle du Sénat, accord impossible. Celle du président, oui. Moi, je regrette un peu parce que vous savez, nous, depuis le début, on est plutôt partisans de cette réforme. Ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il ne fallait pas s'arc-bouter sur un chiffre. 12 régions, 13 régions, 15 régions. La question, c'est de savoir quelle est la région qui épouse le mieux le bassin de vie. Et je pense que là, des deux côtés, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, à chaque fois, les cartes, moi en tout cas, ne me satisfont pas. Parce que, pour dire les choses franchement, pour avoir une carte des régions plus modernes, il faudrait permettre à des départements de s'éclater dans plusieurs régions. C'est pour ça que nous avons défendu le droit d'option. Et il me semble... Ça, c'est sur la table. C'est sur la table, mais vous avez bien vu qu'à la fin, l'Assemblée nationale, cet été, ça a été supprimé. Là, le Sénat est en train de le remettre. Moi, j'attends de voir. Mais surtout, je pense qu'il y aura une carte là. Il faut aussi regarder comment évoluent ces régions-là et comment, peut-être en 2020, on fait le point quand les conseils généraux, en tout cas une partie, seront supprimés. Alors, en attendant 2020, parce que ce n'est pas pour demain, on va voir ce que les Français pensent de cette réforme. C'est notre Zoom de la semaine. Et nous a rejoint sur ce plateau François Cros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'IFOP et vous avez réalisé une étude. Alors, à partir de la carte adoptée, la carte du gouvernement, c'est la 13 régions. Quel est votre verdict? Il faut comprendre que les Français adhèrent plutôt au principe du projet de réforme territoriale, c'est-à-dire à la diminution du nombre de régions, à la disparition progressive des départements et au renforcement des pouvoirs des intercommunalités. En revanche, ils sont majoritairement opposés à la carte qui a été proposée par le gouvernement. Ah oui. Autour de 54%, sachant que leur position... C'est la 13 régions. Hein. Oui, c'est ça, oui. Parce que le projet du Sénat étant un peu plus récent, on ne l'avait pas testé, mais on sait, ce qui est intéressant, c'est que la position des Français sur ces questions, elle est étroitement liée à leur région de résidence, savoir si leur région est ou non concernée par le projet. Donc, en gros, les régions qui ne sont pas touchées, comme l'Île-de-France ou la PACA, sont massivement favorables. Les régions qui vont fusionner dans un ensemble où ils auront un poids relativement limité, comme la Picardie, l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, eux sont plutôt opposés. Opposés sur la carte, mais opposés sur la réforme, c'est-à-dire faire des économies. Donc, 60% des Français sont favorables à la diminution du nombre de régions. Par contre, quand c'est sa région, on y est beaucoup moins favorable. Vous êtes d'accord aussi? Oui, mais en plus, je pense que typiquement, pour des régions comme l'Auvergne, qui sont des petites régions aujourd'hui, la fusion, ce n'est pas pour faire des économies pour ces régions-là, il faut dire les choses franchement. Fusionner l'Auvergne et Rhône-Alpes, ça veut simplement dire à l'Auvergne qu'elle aura des moyens beaucoup plus importants pour faire des politiques locales. Parce que c'est ça l'intérêt. Oui, mais on donne aussi plus de pouvoir aux régions, c'est-à-dire que les aides sociales, les transports, les routes, l'école... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au lieu de batailler sur la carte et sur des pratiques assez politiciennes, il serait plus intéressant d'expliquer aux Français quel est l'avantage pour vous d'avoir des collectivités plus fortes et un peu plus renforcées. Il y a des régions comme la Picardie qui sont entre l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, qui en fait souffrent beaucoup d'être entre deux grosses régions. Et avoir des pouvoirs plus importants, peut-être obliger aussi à ce que les régions travaillent mieux ensemble, notamment sur la question des transports, peut permettre justement à ces petites régions qui avaient moins de moyens de bénéficier de ça. Et pour l'Auvergne, se dire que la force de frappe de Rhône-Alpes arrive sur les lycées, sur les transports, sur l'agriculture, sur le développement économique, peut aussi permettre d'avoir une qualité de service, si je peux parler ainsi, meilleure. François Cros. Dernier point. Il faut quand même comprendre que pour les Français, ils sont très sceptiques sur le fait qu'il y ait une diminution, une réduction, on va dire, du budget, des dépenses liées sur les économies. Ils ne pensent pas qu'on va vraiment réaliser des économies à cause de ça. Et en plus, il y a une certaine crainte du fait qu'il y ait des inégalités territoriales entre les territoires qui vont on sent qu'il y a des craintes, évidemment, on en reparlera parce que la loi sera votée au mois de décembre et notamment sur les compétences. Merci beaucoup François Cros d'être intervenu. On va passer au mercredi et le gouvernement qui a mis fin au contrat avec la société Ecomove. Alors, il était remis en cause, ce contrat avec la société Ecomove depuis la fin de l'écotaxe, ce partenariat passé entre la société et cette société. Explication, retour sur ce dossier, évidemment les commentaires de chacun. Paul Bouffard, Pauline Dame. Bureau 614 au Sénat.
Marie-Hélène Deségaux s'apprête à entrer dans l'arène. Dans quelques minutes, l'ancienne présidente de la commission d'enquête Ecomove interpellera le gouvernement sur la résiliation éventuelle du contrat de l'écotaxe. Je veux éviter que le gouvernement reste dans un flou, que le gouvernement essaie de s'en tirer avec, je dirais, un tour de passe-passe, comme il a fait un peu avec Bruxelles. Hein, je veux que devant nous, il ait vraiment la franchise de son action. Vous me suivez ? Demain, 31 octobre, c'est la date butoir. Le contrat stipule que si l'État résilie après cette date, il devra 800 millions d'euros immédiatement à la société Ecomove, en charge à l'origine de collecter la taxe. Les parlementaires veulent savoir, alors la question est directe. Je voudrais revenir sur la saga de l'écotaxe. Allez-vous vers une résiliation du contrat par voie contractuelle d'ici demain, 31 octobre, parce que c'est demain, cette date résulte du protocole que l'État a signé cet été avec la société Ecomove. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec Ecomove le 20 octobre 2011. Résiliation. Pour l'État, il y a encore des zones d'ombre sur la constitutionnalité du contrat. À la sortie, la saga écotaxe est relancée. On avait un cadre aujourd'hui pour le principe de pollueur-payeur sur les routes de France. Ségolène Royal a pris la responsabilité d'arrêter l'ensemble du dispositif. C'est sa responsabilité. Ça coûte probablement plusieurs milliards d'euros à la France. Des risques totalement assumés par la ministre de l'écologie. Mais ça va être discuté justement au regard du bien fondé d'un certain nombre de dispositifs du contrat initial. Au moins 800 millions d'euros. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ce chiffre a été agité depuis des mois pour empêcher l'État de prendre ses responsabilités. Au même moment, les salariés de la société Ecomove étaient reçus au ministère de l'écologie par un simple conseiller. Ce soir, les 210 employés restent dans l'incertitude. Alors, Ségolène Royal a mis fin au feuilleton écotaxe. Ecomove, c'est un gâchis ou pas? Je pense que c'est plus un gâchis. Moi, j'ai parlé de scandale d'État et je maintiens mes mots. Mais je pense que malheureusement, cette issue est liée à la décision unilatérale prise par François Hollande et Jean-Marc Ayrault en septembre 2013. Tout simplement après l'action des bonnets rouges. C'est Ségolène Royal qui l'a prise. Le jour où ils disent on suspend, je n'étais pas encore secrétaire national, mais on a eu des longues discussions à l'époque avec Pascal Durand, mon prédécesseur, et puis Ronan Dantec et les autres élus qui étaient très engagés sur le sujet. Nous avons dit c'est la mort de l'écotaxe. Vous vous rappelez pourquoi est-ce que ce projet avait été suspendu? Il y avait eu des manifestations très graves. Oui, des violences, encore une fois, on y revient. Excusez-moi. C'est pour ça qu'on a suspendu le projet. Pourquoi ça a été suspendu? Parce qu'en Bretagne, parce que l'industrie agroalimentaire de mauvaise qualité s'effondre, on a eu des manifestations très violentes, en effet, peu condamnées par ailleurs, y compris soutenues par un vice-président de l'Assemblée nationale, je voudrais quand même le rappeler, et tout le monde a pris peur. Sauf que l'écotaxe, sujet qui était là en 2009, François Fillon en 2011 retarde la mise en œuvre de l'écotaxe à cause des présidentielles. En 2012, ça aurait dû être le premier projet sur la table. Comment se fait-il qu'en Allemagne, on peut faire une écotaxe qui rapporte 4 milliards d'euros par an et qu'en France, on n'est pas capable de le faire? On n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce que le dispositif qui a été choisi en 2011, et c'est ce qu'a expliqué à l'époque l'abstention des écologistes, notamment François de Rugy qui suivait le dossier. C'était un partenariat public-privé qui pose beaucoup de questions sur qui doit lever l'impôt. Et ensuite, une fois que vous avez donné un coup dans la brèche en annonçant la suspension en 2013, qu'est-ce qu'ils font les transporteurs routiers qui n'en demandaient pas tant? Ils se disaient on continue. Et c'est ça le problème. Et pourquoi, je vais vous dire pourquoi je suis extrêmement en colère là-dessus. Et je sais que beaucoup d'écologistes partagent mon sentiment comme Nicolas Hulot. C'est qu'on a tué le principe de pollueur-payeur. C'est pas le problème. Et c'est Ségolène Royal, encore une fois, qui ne veut plus de ce principe d'une taxe punitive. Oui, mais sauf qu'elle a tort. Elle a tort. Regardez ce que fait aujourd'hui le député Savary, député de la Gironde, qui travaille sur les autoroutes. Ça, je me suis entretenue avec lui il y a 2 jours sur le sujet. Qui paye aujourd'hui, qui va payer l'entretien des routes? Qui va payer l'entretien des routes du gros tonnage qui a été autorisé pour faire passer l'écotaxe? On a permis aux transporteurs routiers d'utiliser des camions encore plus lourds. Qui va payer ces 400 millions supplémentaires? Qui va payer les je vais vous dire, c'est vous et moi avec nos impôts. Et donc la méthode royale, moi je voudrais savoir sur la méthode royale aujourd'hui, vous la contestez? En tout cas, sur l'écotaxe, je conteste depuis le début, mais elle le sait, parce qu'on en discute très souvent. Mais sur sa décision qui a été prise sur le Là, vous avez dit, elle a tort. Je dis tout simplement, mais c'est pas qu'elle, je suis désolée, c'est elle.
et avant Jean-Marc Ayrault et aussi président de la République, qui ont tué les uns après les autres ce principe de pollueur-payeur. Et vous savez quoi, une fois que vous suspendez l'écotaxe, évidemment que vous allez utiliser les moyens juridiques pour suspendre les relations avec Ecomove, tout le monde le sait. Et le problème, c'est qu'à la fin, ça nous coûtera à peu près 2 milliards, tout confondu. C'est le chiffre qui est annoncé par des parlementaires aujourd'hui. Je parle de ce qu'on doit à Ecomove, des recettes qui ne sont pas prévues et qui auraient été annoncées, les coûts des gens engagés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces salariés qui travaillent depuis 2 ans? Qu'est-ce qu'on fait, justement? Ben, je ne sais pas. Parce que la réalité, surtout, vous avez remarqué les différentes initiatives prises par le gouvernement pour essayer de remplacer l'écotaxe, la vignette, que pour certains transporteurs, etc. Il n'y a pas d'autre solution. Pour vous, elle est morte, cette écotaxe, ou elle peut encore ressusciter? Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, a fait le choix de l'enterrer. Vous ne demanderez pas qu'elle puisse être... Ah mais moi, je demande qu'il y ait une écotaxe. Et ce n'est pas simplement pour avoir des ressources supplémentaires pour aménager les infrastructures de transport. C'est surtout que quand on souhaite faire évoluer la fiscalité, il faut la faire évoluer dans notre pays, et notamment appliquer un principe pollueur-payeur, il faut une écotaxe. Mais je vais vous dire, sur la fiscalité, et c'est tout le problème, je pense, depuis le début du quinquennat, on a un gros problème sur le sujet, c'est qu'on fait du bricolage fiscal. Et notamment, Jean-Marc Ayrault avait lancé cette grande réforme fiscale qui n'a pas vu le jour. Et vous voyez que sur plein de sujets, on a du petit bricolage. Et bien justement, on va parler d'un sujet sur l'écologie et aussi sur la question des dividendes. C'est au jeudi. Voter et annuler dans la foulée, exit la taxation des dividendes pour toutes les entreprises. Un amendement socialiste avait été présenté, mais face au tollé suscité, le gouvernement appelle au retrait de la mesure. Explication Marie Labatte. L'amendement suscite la colère des entrepreneurs et d'une partie des responsables politiques. Adopté en catimini mardi soir dans le PLFSS 2015, le scrutin est ouvert. Il prévoit notamment la fiscalisation des dividendes versés aux sociétés anonymes et aux sociétés par action simplifiées. Selon l'opposition, c'est un coup dur pour la liberté d'entreprendre. Et la France, elle a besoin que des gens créent des entreprises, qu'ils investissent, qu'ils prennent du risque avec leur épargne, avec leur argent, parce que c'est comme ça que l'économie prospère. Si on leur dit « faites-le, mais vous serez taxés comme tout le monde », ils vont dire « on va faire comme tout le monde ». À ce moment-là, ça ne vaut plus le coup qu'on prenne aucun risque. Et du côté du gouvernement aussi, l'amendement déposé par les députés socialistes est loin de faire l'unanimité. À partir du 1er janvier, le Conseil de la simplification se dotera d'un comité impact entreprise. Il contrôlera les études d'impact des projets de texte et vérifiera l'application de la règle zéro charge supplémentaire créée pour les entreprises. Il faut que nous y soyons attentifs, au gouvernement comme au Parlement. Il y a d'ailleurs des petits exemples ces dernières heures qui montrent que la leçon n'a pas encore été retenue, mais nous y veillons. Ce matin, Michel Sapin a donc demandé le retrait de cet amendement. Pour Gérard Bapt, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, l'État a subi des pressions. Il est bien clair qu'auprès du gouvernement, on a dû se manifester non seulement à la CGPME, qui l'a fait de manière très très violente, mais aussi un certain embrasement, puisqu'un grand quotidien a annoncé que cette mesure imposerait 1 milliard de prélèvements supplémentaires. Le gouvernement maintenant va discuter au niveau du Sénat et puis le texte reviendra à l'Assemblée. Le député PS ne compte pas en rester là. Il espère bien retravailler l'amendement et le faire adopter au Sénat lors de l'examen du PLFSS le 5 novembre prochain. Alors vous parlez de bricolage tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas sur cette mesure? Est-ce que c'est un couac? Non, mais je parle de bricolage et je maintiens le mot. C'était déjà ça quand on supprime une tranche d'imposition de manière un peu rapide. L'amendement, il n'est pas inintéressant. Il dit qu'il faut un peu taxer le dividende et le revenu du capital comme les revenus du travail. Et je pense que les socialistes se retrouvent là-dessus. Et pourtant, il y en a qui disent « j'aime l'entreprise ». Oui, on peut aimer l'entreprise et penser que l'entreprise peut aussi participer aux finances du pays parce que l'entreprise... C'est un antagoniste quand même. Non, je pense que quand l'entreprise reçoit 40 milliards de CICE, qui notamment permet d'augmenter les dividendes, voilà, comme on l'a vu, je pense que les entreprises peuvent aussi être mises à contribution sur la participation aux besoins du pays, y compris, on le voit, il y a encore eu là des annonces sur la simplification qui sont quand même pas anodines pour les entreprises et l'ensemble du monde du travail. Donc il me semble quand même qu'il n'est pas du tout scandaleux que ce député, en fait, applique tout simplement le programme du président de la République, en tout cas le programme présidentiel. Pourquoi le gouvernement veut revenir dessus, selon vous?
Je pense que, je vous dis, c'est du bricolage. Donc en fait, on voit bien que... Électoraliste, c'est ça que vous voulez dire? On a l'impression, c'est ça? Je vous vous rappelez, c'était les que... pigeons à l'époque qui étaient venus... Oui, mais c'est les pigeons. Et moi, vous voyez, qui m'occupent de logement, je regrette de ne pas avoir créé des castors, parce que je pense que... Mais je le dis très franchement, parce que finalement, aujourd'hui, c'est les lobbies les plus forts. C'est toujours ça, actuellement. On est fort avec les forts et les faibles, on les laisse se taire. Mais c'est assez étonnant, quand même, que Michel Sapin et, on va dire, l'ensemble... et Christian Eckert, quand même, n'est pas aussi discuté plus en amont avec son rapporteur. Et moi, il me semble qu'avoir une graduation dans la taxation sur les dividendes n'est pas du tout scandaleux. Je ne connais pas l'amendement dans sa globalité et sa mise en œuvre, mais il faudrait aussi que les cris d'orfraie posés par les entreprises, à un moment où elles ont 40 milliards d'aides, il faudrait quand même peut-être que chacun retrouve un peu raison et reconnaisse que jamais un gouvernement n'avait fait autant en 3 ans sur les entreprises, y compris le gouvernement précédent. Enfin, je parle du gouvernement Fillon quand même. Vous parlez des dividendes, on va parler d'argent, mais je voulais savoir ce que vous avez pensé de cette étude qui a été menée par René Dosière, c'est un célèbre député qui va à la chasse un peu au gaspillage. Plus 7,1% d'augmentation pour les conseillers ministériels. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est important parce qu'il faut le signaler cette semaine. Plus 7,1%. De masse salariale? Non, d'augmentation pour les conseillers. Moi, quand Jean-Marc Ayrault a lancé son premier gouvernement, il avait réduit la taille des cabinets, et je pense que ce n'était pas anodin, mais ça a eu un effet de 15 personnes uniquement dans les ministères. La réalité, c'est que quand vous faites ça, vous réduisez le poids du politique par rapport aux administrations. Moi, je l'ai vu, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé avec une ministre du Logement, et donc du fait que je suis élue régionale et que je suis en charge du logement en Ile-de-France. Et il ne faut pas non plus avoir une vision totalement juste gestionnaire et financière. Il faut aussi dire que dans les ministères, pour que le travail soit fait correctement et qu'il y ait peut-être plus de dialogue. C'est pas choquant. Il faudrait que je regarde en détail son étude, mais que les ministères, au lieu d'avoir 15 conseillers, en aient 20, si c'est 20 personnes qui travaillent à fond... et qui travaillent à fond sur le sujet me semble correct. Mais après, il ne faut pas non plus qu'il y ait des abus et des salaires ahurissants. Le problème, c'est que dans les conseillers ministériels, vous avez des gens qui gardent leur salaire quand ils sont très hauts, quand ils sont issus de la fonction publique. Et ça, il faut aller les récupérer pour les mettre dans le service public. On est d'accord. On va passer toujours au jeudi, si vous voulez bien. À l'Assemblée, toujours, la loi antiterroriste a été adoptée à quasi-unanimité. Mesure phare, la confiscation du passeport pour les candidats au djihad. Le texte passera au Sénat la semaine prochaine pour un dernier vote. Les parlementaires écologistes avaient dit que ce texte avait des relents liberticides. Je reprends les mots exacts. Oui. Vous êtes toujours d'accord avec ce terme, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quand même un texte rigoureusement indispensable ? Alors, d'ailleurs, on ne remet pas en cause la nécessité de ce texte, mais nous avons critiqué ce qui a été proposé sur les libertés numériques, et nous ne sommes pas les seuls. L'ensemble du monde numérique critique cette vision très administrative, avec y compris dans la discussion des discussions quasiment un aveu du ministère de l'Intérieur quand il explique qu'il regrette que le juge administratif ne puisse pas intervenir, alors que je rappelle c'est le juge judiciaire qui protège les libertés quand même dans ce pays. Et il y a un contrôle très a priori sur les libertés numériques, et je pense que c'est un des volets qui nous a inquiétés, nous l'avons dit, après que l'État se saisisse de mesures qui doivent être équitables, mais qui doivent être sérieuses sur la question de la lutte contre le terrorisme, c'est nécessaire. En même temps, il faut aussi... Nécessaire, mais vous restez vigilant. Exactement, et puis en plus, je pense que ça ne fait pas le tout de la lutte contre le terrorisme. Il faut aussi qu'aujourd'hui, on s'interroge pourquoi des jeunes, pas obligatoirement en marge de la société à un moment, s'engagent dans des voies complètement folles, qui nous paraissent extrêmement éloignées de notre vie française. Et qu'est-ce qui cloche dans notre... modèle éducatif ou modèle d'emploi et de formation pour que des jeunes se sentent si à la marge pour aller partir en Syrie, par exemple. C'est une question d'intégration. On va essayer maintenant d'être... Pas simplement d'intégration, car beaucoup sont français et sont intégrés. On va essayer d'être un petit peu plus léger, mais on va rester quand même dans le domaine politique, Katia. Avec le Plus de l'Hebdo, qui va vous faire découvrir une nouvelle série, une fiction politique, son titre, Anarchie. Rien ne va plus en France. Le pays est embourbé dans une crise grave. François Hollande décide de quitter, de renoncer à l'euro pour revenir au franc. Point de départ de cette série diffusée sur France 4. Le reste, eh bien, ce sera à vous de l'écrire. C'est une première. Simon Barbarie a vu le premier épisode pour vous. Faut pas se leurrer, hein. Même si les Français arrivent à mettre en place une nouvelle monnaie, elle vaudra rien. Des millions de gens vont perdre leurs économies, tomber dans la misère. Face à ça, nous, la Belgique, sommes en première ligne. Des Belges qui viennent en aide à des Français en détresse. C'est le point de départ de la nouvelle fiction politique et participative de la chaîne France 4, Anarchie. La France a décidé de sortir de l'euro.
Un pays en faillite, c'est la crise humanitaire assurée. Et c'est notre boulot, l'humanitaire, vous vous souvenez? Donc on anticipe. On transforme l'antenne en un poste d'accueil et de distribution de vivres pour Français en détresse. Inédit, expérimental et loufoque, oui, le premier épisode diffusé jeudi dernier dépeint la France comme la priorité des humanitaires. Suite à la faillite d'une grande banque, les Français n'ont pas plus de 40 € par semaine pour vivre. Abandon de la monnaie européenne, retour du franc et Marine Le Pen qui appelle à un gouvernement d'union nationale. Bref, c'est l'anarchie selon France 4. Les gens se battent pour quelques billets d'euros. On a même des dames attaquer la voiture bélier. Dans quelques jours, ça risque d'être la pénurie totale de cash. Ensuite, la pénurie de nourriture. Et la suite alors? Ce sera au public de l'inventer, car bien plus qu'une fiction participative, la chaîne insiste, c'est une expérience transmédia. Sur le site internet anarchie.fr, les internautes peuvent proposer de nouveaux personnages, contribuer à la suite du scénario. Un comité d'experts fera le tri dans l'urgence, car chaque épisode, 8 au total, sera tourné en une semaine. De faux journaux télé et de faux articles seront réalisés par des vrais journalistes afin d'alimenter quotidiennement le site internet. Anarchie ou l'histoire d'une France qui décroche. À voir maintenant si le vrai public, lui, accroche. Alors vous, est-ce que vous accrochez à ce type d'initiative avec un ton un peu catastrophique, mais quand même une fiction participative? Je trouve intéressant, en plus que j'ai regardé le début, mais j'ai pas été au bout hier soir. Ce qui est assez intéressant, c'est d'être assez proche finalement de ce qu'on peut entendre dans le discours politique actuel, et en même temps aussi un peu éloigné. J'aime bien cette idée de quand même essayer de s'interroger sur ça serait quoi la suite, ouais, par exemple, et puis cette idée aussi d'être dans une écriture audiovisuelle qui est en lien avec le monde d'aujourd'hui. Vous allez contribuer, vous allez justement, j'ai pas le temps de regarder, mais je voulais voir quelle était la place de leader écolo dans cette idée, qu'est-ce qu'il raconte. Non mais je trouve que c'est très intéressant, y compris quand on a quand même une distance avec la politique aujourd'hui qui est réelle, qui s'exprime dans le pays. Et je trouve ça pas mal aussi que par le biais de la télévision, on puisse essayer de trouver un lien avec des jeunes et des moins jeunes qui vont contribuer. Et puis ça réhabilite un peu les jeunes aussi avec la politique et ça peut faire du bien à notre société. Oui. Merci beaucoup Emmanuelle Cos d'avoir participé à notre émission. Katia, on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Très bonne suite de programme sur LCP Public Sénat et merci de votre fidélité.